Bon alors bonjour, Bonjour. enchanté de vous rencontrer. Euh, on va commencer par vous présenter en quelques mots. Vous pouvez un peu nous raconter votre histoire et de comment vous êtes arrivé à votre parcours professionnel et votre parcours personnel. D'accord. Jean-Michel Jalinier. J'ai commencé par un diplôme d'ingénieur aux arts et métiers. J'ai enchaîné sur une thèse de docteur ingénieur et puis ensuite j'ai fait une thèse de docteur et sciences en spécialité mécanique parce qu'à l'époque j'ai commencé par une carrière universitaire dans la recherche universitaire. Ok. Bon, on va commencer par là. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours universitaire, donc votre recherche que vous avez fait pendant ces années-là. Donc il y avait des beaux challenges, c'est-à-dire je me suis donné le défi de passer rapidement les grades de la recherche. Ce qui m'attirait, c'était de par la formation ingénieur plutôt la recherche appliquée. Et j'ai travaillé sur la déformation des matériaux, la mise en forme des matériaux, dont une application connue est l'emboutissage, par exemple, pour faire les pièces automobiles, entre autres. Vous pouvez expliquer en quelques mots ce que c'est l'emboutissage pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec ça. Alors l'emboutissage consiste à partir d'une feuille de métal de 1 mm d'épaisseur, par exemple, parfaitement plane, pour en faire à l'arrivée une aile de voiture ou une portière de voiture, donc une mise en forme d'un objet à partir d'une feuille totalement plane, par déformation. Et qu'est-ce qui vous a attiré vers la recherche? C'était ce côté challengeant de monter les étapes ou c'était vraiment le côté technique et savoir, être un expert sur un sujet? J'étais vraiment attiré par ce côté découvert, être sur le front de la connaissance et être capable d'avancer sur ce front de la connaissance. C'est assez passionnant. Et donc ensuite, une fois que vous avez fait votre thèse et que vous êtes devenu docteur, pourquoi vous avez eu envie de basculer vers l'industrie et ouais, comment vous êtes retrouvé, en l'occurrence, chez Renault? Alors j'avais, pendant toute cette période universitaire, beaucoup de challenges, passer les thèses, obtenir les différents concours. Et je me suis retrouvé assez jeune professeur des universités. Et à partir du moment où je suis devenu professeur des universités, j'étais capable de donner mon salaire à 50 ans. J'étais prof des universités à 29 ans parce que j'avais atteint le dernier grade possible dans la progression universitaire. Et donc, j'ai senti à ce moment-là un manque de défi. J'ai des copains qui sont restés dans la recherche, qui sont parfaitement automotivés pour continuer. Moi, j'ai senti un manque de défi et j'étais raisonnablement chassé et j'ai choisi à ce moment-là d'entrer à la direction de la recherche chez Renault. Ok, donc vous êtes rentré à la direction de la recherche chez Renault et donc vous êtes occupé de quel sujet en Du particulier? secteur des matériaux, évidemment. Donc, c'était vraiment dans la continuité. Par rapport donc de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, donc en descendant d'un niveau, c'est-à-dire que je faisais de la recherche universitaire, et là, à l'intérieur de Renault, c'était une recherche de transfert, c'est-à-dire transférer des résultats de recherche vers une application en entreprise. Ok. Et après, vous avez quel poste vous avez fait chez Renault ensuite? Comment vous avez évolué chez Renault? Parce que je présume que vous avez envie de relever des défis comme vous l'avez fait là. Et donc, d'après votre parcours qu'on verra tout à l'heure en plus en détail, je suppose que vous avez voulu avancer monter en grade, on peut dire, chez Renault et du coup relever d'autres défis. C'est quelque chose qui vous anime depuis toujours ou c'est venu, comment c'est venu cette envie d'être défié et de devoir, et de vouloir progresser et monter, ouais, en connaissance et en Peut-être envie. simplement envie de vivre, avoir des défis à relever, donc avoir toujours des objectifs à poursuivre. Et donc, je suis entré à la direction de la recherche, je suis resté 3 ans, donc dans une entreprise où l'objet principal n'est pas la recherche, mais le produit fini qui est l'automobile. Et donc, il se crée une certaine frustration d'être si loin du produit fini. Et donc, j'ai souhaité me rapprocher du produit fini. Donc, je suis allé en méthode. Les services méthodes, c'est les services qui préparent le processus industriel qui va permettre de fabriquer les objets. Donc, je suis allé dans un service de méthode fonderie. D'accord. Et donc ensuite, vous êtes devenu directeur de programme, donc directeur de la conception et de la réalisation d'une voiture. Vous pouvez nous décrire ce que vous avez fait, comment vous êtes retrouvé déjà à ce poste, comment vous avez été
positionné là et quelle était la voiture en question? Donc, il y a une petite étape intermédiaire. Je suis passé en service méthode et j'ai souhaité aller jusqu'à la fabrication, jusqu'à l'usine. Et donc, pour être capable d'aller en usine, j'ai fait un stage d'1 an comme contremaître dans une usine. Donc, j'étais déjà cadre supérieur dans l'entreprise et je me suis mis avec une blouse dans un atelier pendant 1 an pour être en contact avec la population ouvrière et voir ce que c'était que le terrain. Et ensuite, donc, je suis allé dans une usine à Flins où j'étais sous-directeur de l'usine. C'était une usine assez grosse, j'avais 8500 personnes à l'époque, on faisait à peu près 2000 voitures par jour. Et donc, de l'usine de Flins, j'ai été appelé pour être directeur de programme. On renouvelait un véhicule qui est le Trafic, qui au moment où on l'a renouvelé était vieillissant. On en vendait 12 000 dans le monde par an, ce qui est extrêmement faible, avec 5 usines. Enfin, un truc absolument pas rentable. Il y avait 2 usines en France, il y en avait une en Argentine, il y en avait une en Malaisie, il y en avait une en Chine. Et donc, quand j'ai pris le projet, le défi, c'était de faire un nouveau véhicule rentable et avec des volumes supérieurs à 100 000 annuels. Et comment vous avez fait pour gérer tout un projet parce que votre spécialité du coup c'est l'ingénierie et c'est plus particulièrement votre sujet de recherche et comment vous avez fait pour gérer quand on est à ce poste où vous étiez, il faut être un peu bon dans tous les domaines. Par exemple en marketing par exemple, je sais pas si vous en aviez fait avant ou pas, vous avez tout dû découvrir sur le tas. Comment vous avez fait pour gérer, on va dire, cette pression et cette découverte au fur et à mesure de choses, parce que je suppose qu'au début il a dû vous arriver beaucoup de choses en même temps et à gérer, ça doit pas être vraiment facile. Donc, comment vous avez fait pour gérer ça et pour vous en sortir? Alors dans ce programme, il y avait 2 défis. Le premier, c'est que pour faire un véhicule rentable, Renault a cherché un partenaire. Et le partenaire qui a été trouvé, c'est General Motors. Et donc on a fait un accord avec Renault a fait un accord avec General Motors. Et lorsque l'accord a été fait, c'est à ce moment-là que moi je suis arrivé. J'ai été nommé par les 2 présidents, Lou Schetzer et Dick Donnelly, pour mener ce programme. Et le deuxième défi, c'est celui que tu citais, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un projet qui doit aller de la feuille blanche, donc du design du véhicule, jusqu'à sa commercialisation dans le monde. Et là, évidemment, il y a beaucoup de métiers en jeu et des métiers que je ne connaissais pas. Et par exemple, pour le commerce, la première chose que j'ai fait avant de prendre réellement poste, à partir du moment où j'ai été nommé, c'était d'aller dans le réseau. Donc, je suis allé dans le réseau, j'ai fait assister à des rapports de vendeurs, je suis allé voir comment ça se passait dans l'atelier, de manière à appréhender un peu le commerce, et sans évidemment devenir commerçant. On y touche un peu, mais ça donne quelques éléments pour ensuite être capable de dialoguer. Et la clé, c'est de s'entourer de collaborateurs compétents dans chacun des domaines. Donc c'est vous qui avez constitué l'équipe en question pour travailler sur le trafic, ou elle était déjà là quand vous êtes arrivé? Non, je suis arrivé, il n'y avait rien. Donc on a commencé, la première étape, c'était de faire les contrats entre Renault et GM. Et la période des contrats a été une découverte pour moi, parce que 2 gros cabinets d'avocats, un représentant Renault et un cabinet d'avocats américain représentant General Motors, pour rédiger des contrats. On est resté 6 semaines pour faire les contrats, où on bossait de 10h du matin, là c'est pas très tôt, mais on bossait jusqu'à 23h. Donc on a fait 10h, 23h, samedi compris, pendant 6 semaines, pour sortir avec le pavé des contrats qu'on a fait signer aux 2 présidents. Et ensuite, j'ai pu constituer l'équipe. J'ai pris comme adjoint un Américain de General Motors, parce qu'on allait devoir dialoguer avec les 2 sociétés, et je n'avais pas de légitimité pour aller discuter de sujets confidentiels chez General Motors. Donc, il me fallait un adjoint de General Motors. Ça s'est bien passé. Avoir un chef de projet dans chacun des métiers principaux. Donc, j'avais un chef de projet design, un chef de projet ingénierie, un chef de projet après-vente, un chef de projet commercial, un chef de projet logistique, etc. Autour de la table, c'est eux qui constituaient mon comité de direction. 5 nationalités différentes et 2 sociétés. Donc on avait à gérer un mélange de 3 types de cultures, quoi. Et je me suis fait aider par une équipe de sociologues
pour mener ça. Parce que, bon, on a chacun notre culture personnelle, la culture familiale, la culture du quartier, de l'environnement dans lequel on a grandi. La culture d'entreprise qui est très forte et qui est très différente entre une société comme Renault et General Motors. Et puis la culture nationale qui se rajoutait dessus. Quand un Américain discute avec un Allemand et qu'un Français, c'est pas toujours évident. Et j'avais donc des sociologues qui se baladaient en permanence dans l'équipe et qui étaient mon thermomètre dans le système. Et je faisais point régulièrement avec eux. Et ils me disaient, là, attention Jean-Michel, à tel endroit, ce que tu as expliqué n'a pas été très bien compris par telle catégorie de personnes, ou métier, ou nationalité, parce qu'il y avait un problème de compréhension de culture à traiter. C'était quelle année 96-2003, j'ai fait ça pendant 7 ans. Parce que ça, moi, c'est quelque chose que je ne pensais pas qu'il y avait des sociologues dans les entreprises, mais c'est quelque chose que vous avez amené et qui s'est développé après chez Renault. Ça n'existait pas avant. Je l'ai amené, les sociologues, ils étaient associés à un laboratoire de sociologie de l'IX. Ok. Et donc, il y en a un qui était chez Renault et l'autre qui était, mais du coup, de ce labo, et c'était vraiment très très riche. Un exemple, tout au début, on fait une réunion de ce comité de direction, et j'avais en ingénierie process, un Allemand. Et donc, on fait la réunion. Pour moi, tout se passe bien avec les 13 différents chefs de projet. Et le gars, ce sociologue, là, Jean-Claude, vient me voir après, il me dit, écoute, il y a un truc qui ne va pas. L'Allemand, quand il l'a interviewé, le gars lui a dit, mais ça ne va pas du tout, moi, je n'ai pas pu m'exprimer. À aucun moment, Jean-Michel ne m'a donné la parole. Mais les autres, la parole, ils la prenaient. Chacun intervenait avec ses éléments et prenait part à la discussion. Et lui, dans sa culture, il est resté, il attendait qu'on lui donne la parole pour pouvoir intervenir. Donc, c'est parce que dans la culture allemande, c'était comme ça que se faisaient les réunions dans les... Et dans sa culture d'entreprise, et il bossait chez Opel, lui chez GM Europe, chez Opel. Parce que General Motors, ils avaient Opel à l'époque. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup... quand vous avez raconté, je me suis posé une question, c'est pourquoi General Motors? Est-ce que c'était avec une envie d'aller s'intégrer en Amérique? Parce que je sais que les marques françaises ne sont pas très intégrées sur le continent nord-américain. Parce que, Amérique du Sud, en Argentine, il y a beaucoup de véhicules français, notamment Renault, parce que vous avez une usine. Et, mais ouais, pourquoi General Motors en particulier? Alors, donc, dans la structure de coût, trouver un partenaire était important parce que le VU avait déjà ses structures de coût. PSA était avec Fiat, par exemple. Et donc, il fallait trouver un partenaire. Et GM est très fort dans le véhicule utilitaire, mais le véhicule utilitaire US est très différent du véhicule utilitaire Europe. Et il voulait pénétrer en Europe. Ils n'avaient pas vraiment les compétences chez Opel, mais ils avaient la volonté d'y aller et les moyens d'y aller. Et c'est comme ça qu'il y a eu ce rapport d'intérêt commun entre Renault et General Motors. Et du coup, est-ce que ce véhicule, la plateforme du véhicule, elle a été utilisée en Amérique du Nord ou elle a été utilisée qu'en Europe? Qu'en Europe. Qu'en Europe, parce que c'est pas du tout la même... Nous, on a des véhicules châssis, pas du tout le même type de véhicule. Nos utilitaires à nous, finalement, ils sont tout petits par rapport aux leurs, avec un trafic par exemple, ou même je pense au pick-up. Ouais. Parce qu'un pick-up chez nous, les gros pick-up, c'est-à-dire ceux de Renault, c'est one ton pick-up, alors que c'est un petit aux États-Unis. Voilà. C'est le Ford 150, c'est pas le 350 ou 450. Et voilà, c'était une question comme ça. Et donc une fois que vous avez travaillé sur le trafic et vous êtes devenu directeur général de Renault Russie, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai été appelé pour un en Russie. Donc en Russie, Renault était déjà implanté avec essentiellement des véhicules importés. Et le marché russe commençait vraiment à s'ouvrir. C'est l'époque des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, donc avec des croissances de l'ordre de 6 à 8% par an de ces marchés. Et un marché qui s'ouvre et une industrie russe qui n'existe plus. C'est Lada, une très, très, très grosse usine, mais des véhicules qui sont dépassés. Donc il y a vraiment un marché là et une opportunité à prendre en allant s'installer en Russie.
Et donc, Renault décide un projet industriel en Russie. Et donc, je suis nommé au moment où le projet industriel est décidé. Et donc vous êtes allé vous installer en Russie. Oui, oui, Et oui, absolument. donc en plus de tout le côté nouveauté, défi que ça représentait, quelque chose qui vous plaît assez, il y avait un autre défi, c'était aussi le défi de la langue et de la culture. Parce que la culture russe est très différente de la culture française. Et la langue, c'est même pas le même alphabet. Donc c'est compliqué à appréhender. Comment vous l'avez vécu et comment vous êtes... je présume que vous parlez russe. Du coup, comment vous avez réussi à vous intégrer dans cette culture et à réussir à développer cette entreprise, à développer cette partie de Renault. Bon, d'abord, je me débrouille en russe, mais je n'ai pas un russe courant, parce que c'est une langue très, très, très compliquée et très difficile à maîtriser. Mais investir dans la langue est indispensable pour être capable de commencer à essayer d'aborder la culture du pays dans lequel on se trouve, parce que c'est évidemment à nous de s'adapter à la culture du pays et pas l'inverse, au pays d'essayer de s'adapter à la culture de l'occidental qui arrive. Donc, investir dans la langue. Donc, avec mon épouse, on a pris une centaine d'heures de cours de russe avant d'arriver, mais c'est surtout sur place que les cours de russe étaient importants. Donc, tous les matins, de 7h à 8h, avant de commencer la journée, je faisais du russe. Et beaucoup de lectures. Les auteurs russes, ils sont tous passés. La musique classique russe. La musique traditionnelle russe, parce que quand vous discutez avec quelqu'un, il a des références qui ne sont pas du tout les vôtres, donc il faut être capable de rebondir et d'être capable de dialoguer sur des références de ce style-là. Et donc il y a un investissement au départ qui est très important. Et l'investissement, en même temps que le boulot où on est obligé de plonger à 200% n'est pas facile. Et moi, j'étais là-bas en couple avec mon épouse qui, elle, s'est beaucoup investie et qui a beaucoup aidé à mon intégration. Parce qu'elle faisait plus de russe que moi, elle apprenait le pays, la ville, plus que moi, et donc elle m'aidait beaucoup à l'intégration. Et donc, parce que pour faire tourner une boîte, on fait tourner une boîte russe de droit russe. Et donc, il faut la faire tourner avec des Russes, avec un management russe et avec des employés russes. Donc, c'est vraiment à nous de nous adapter, de nous fondre dans la culture locale pour être le meilleur manager possible. Même si on n'aura jamais le comportement complet d'un manager russe. Mais essayer le plus possible d'acquérir les codes et les bonnes méthodes de management. Et quand vous êtes installé là-bas, vous avez développé des véhicules spéciaux pour la Russie ou vous avez importé des véhicules qui sont vendus par exemple, que ça peut être en Argentine ou en France ou dans d'autres pays? Parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps, par exemple, il y a une voiture qui est vendue, Renault, qui est vendue qu'en Russie, je crois. Je me souviens plus du nom, mais du coup, comment vous avez fait? Vous avez développé des véhicules ou importé des véhicules existants? Donc, quand je suis arrivé, les véhicules étaient en véhicules importés. Seulement, la Russie souhaitait redévelopper une industrie locale, donc des droits de douane étaient élevés sur les véhicules importés. À l'époque, ils étaient de 25%. Ils sont descendus, je crois, à 15% ensuite, si je ne me trompe pas. Et donc, les véhicules importés se retrouvent taxés, et donc avec un coût d'arrivée sur le marché qui est élevé. Et donc, le seul moyen de se développer, c'est de faire une usine localement et de construire les véhicules sur place, avec, si possible, un tissu de fournisseurs russes, de manière à acheter en roubles localement, fabriquer avec des opérateurs sur place, et sortir un véhicule qui a une structure de coût correspondant au pays. Et donc, le véhicule qu'on a pris, c'est la Logan, qui venait d'être développée et industrialisée en Roumanie. Et ce véhicule, on l'a badgé Renault et non pas Dacia. Et donc, on a fait la première Logan Renault de cette usine en Russie. Et donc après, vous êtes resté combien de temps en Russie Donc, je suis resté 6 ans en Russie. Et en arrivant, la structure qui existait était une structure 50-50 avec l'État de Moscou. La Russie est une fédération d'États, avec chacun leur gouverneur. Et donc, Moscou, la ville, est un peu plus largement ce qu'on appelle l'oblast de Moscou, donc correspond à un État.
Et donc cet État était 50% avec Renault dans la société. Ça avait un gros intérêt quand on arrivait, c'est de nous donner ce qu'on appelle en russe un toit, parce que c'est un marché très difficile avec énormément de corruption, beaucoup de rapports de force. Et donc avoir le gouverneur de l'État avec nous était quelque chose de fondamental pour être capable de parer à différents coups qui pouvaient arriver de droite, de gauche, et d'où on ne les attendait pas. Le gros inconvénient, c'était qu'ils étaient à 50%. Et donc, pendant la période où j'étais là-bas, donc on a beaucoup travaillé pour faire évoluer la structure du capital. Et quand j'ai quitté la Russie, donc 6 ans après, on était à 94%. Renault et l'État de Moscou étaient à 6%. Mais même après avoir fait cette restructuration du capital, j'étais directeur général, mais tous les ans, on votait que le président de la société était le ministre de l'Industrie, un Russe, pour toujours garder le toit qui était fondamental. Ok, oui. Et je présume que vous avez quelques anecdotes sur la façon dont on travaille en Russie, ou donc le problème que vous avez peut-être rencontré, parce que vous parliez de corruption et de rapports de force, donc je présume que vous avez quelques anecdotes un peu... Oui, il y a beaucoup, beaucoup de sujets un peu compliqués. Je me suis retrouvé dans certaines périodes avec les gardes du corps autour de moi pour être protégé. Bon, c'était pas une période très facile. Et les opérations, par exemple, de dilution de l'État de Moscou, avec son accord évidemment, la Fédération de Russie avait mis en place des lois qui disaient que si un acteur public vendait ses parts, il devait le faire au travers une auction publique, des enchères publiques. Parce qu'il y a eu, au tout début de l'ouverture de la Russie, les biens appartenaient tous à l'État. Et il y en a qui ont été cédés de gré à gré à des personnes qui se sont retrouvées avec des fortunes énormes, de complexes industriels énormes, et ça a créé les fameux oligarques russes. Et donc, à un moment donné, pour combattre ce type de cession, il a été décidé que ça se ferait au travers d'enchères publiques. Et donc, quand on a commencé à diluer l'État de Moscou a mis 25% du capital, ses parts, sur le marché au travers d'une enchère publique. Et n'importe qui peut venir. Et donc, on avait le risque que quelqu'un vienne et achète 25% de la société, dont il n'avait rien à faire, mais ensuite, il faisait du chantage pour nous les revendre à un prix. Et là, il y a une période difficile et scabreuse sur être capable d'écarter les personnes qui venaient se proposer aux enchères et dont on ne voulait pas. Du coup, vous avez dû surenchérir sur eux, ou ça a été plus des négociations, on va dire, moins C'est notre toit officielles. qu'a joué, c'est-à-dire Ok. j'étais en relation avec le ministre de l'Industrie et on regardait ensemble la liste des personnes qui étaient là pour candidater. On se renseignait à fond sur eux et s'ils étaient malveillants, c'est eux qui, entre Russes, trouvaient la bonne solution pour leur faire comprendre que ce serait pas bien d'aller embêter les petits Français. D'accord. Et donc après la Russie, vous êtes allé au Brésil pour occuper le même poste, mais au Brésil, enfin un poste similaire au Brésil. Vous pouvez nous en dire un peu plus. C'est peut-être la différence de culture et la façon de travailler entre le Brésil et la Russie, parce que ça a dû quand même vous faire un choc juste au niveau du climat. Ouais. On change d'hémisphère. On change d'hémisphère. Donc on a fait un déménagement de quelques milliers de kilomètres de Moscou à Curitiba, qui est la capitale du Paraná, au Brésil. Très très différent sur le plan culturel. Donc au passage, on a laissé nos disques de Tchaïkovski pour prendre des disques de MEPB, la musique brésilienne traditionnelle. Et pareil, on a replongé les bouquins, la langue pour essayer de comprendre. Une anecdote, juste en arrivant, donc je quittais la Russie, on avait
des relations qui sont assez formelles dans les relations professionnelles. Et j'arrive au Brésil, et donc en arrivant, je commence par faire le tour de chacune des directions. Donc j'arrive dans la direction financière, le directeur financier est là, avec ses principales têtes de file, donc ses 5 ou 6 têtes de file, responsables de la trésorerie, des douanes, et il me les présente, et il dit voilà, monsieur le président, j'étais président là-bas, je vous présente le directeur de la trésorerie, enchanté. Je vous présente madame Attel, directrice des douanes, et à ce moment-là, la fille avance, me fait 2 bises et dire bonjour président, quoi. Donc là, on sait qu'on a changé de culture et que va falloir s'adapter à la nouvelle culture. Et donc là-bas, vous avez aussi développé une structure, parce que ce qu'on n'a pas dit pour la Russie, mais c'est que vous avez parti d'une petite structure pour arriver sur quelque chose de très développé. Je suis arrivé en Russie, il y avait 350 personnes et des véhicules importés. Je suis reparti, on faisait 100 000 véhicules. La Russie était devenue le 2e pays de Renault en volume et en contribution au résultat net de l'entreprise. Derrière la France, évidemment, mais on était devant l'Allemagne, par exemple, et il y avait 3500 personnes quand je suis parti. Et donc je suis arrivé au Brésil où là, il y avait une usine qui existait depuis 1998 et moi je suis arrivé en 2009. Donc une structure bien établie qui tournait bien. Mais quand je suis arrivé, donc il y avait une usine de moteurs, une usine de VU, de véhicules utilitaires, et une usine de VP, de véhicules privés. Et les usines tournaient en une équipe quand je suis arrivé. La part de marché est aux alentours de 3,5%. Quand vous dites une équipe, ça veut dire, là je pense au 3-8, du coup il n'y avait qu'un 8, c'est ça ? C'est ça, exactement. Okay. Une équipe qui travaillait de 8h à 16h, par exemple, chaque journée. Et donc, il a fallu adapter la gamme au pays. Et le modèle phare, là-bas, c'était la Sandero, aussi badgé Renault. Mais les véhicules, là-bas, ont une taxe très importante, une car taxe à l'achat. C'est-à-dire, lorsque vous achetez un véhicule, vous payez un impôt. Et cet impôt-là était de l'ordre, en chiffre rond, de 40% sur le véhicule. Ce qui fait que quand vous achetez une Sandero, vous achetez en prix l'équivalent d'un véhicule milieu de gamme en Europe. Ouais, finalement, ça revient à acheter une Clio bien équipée, quoi. Parce que, oui, une Mégane même, hein, oui. Vous étiez sur ce genre de prix, quoi. Parce qu'une Dacia Sandero en France, je me souviens de la pub, c'était 11 000 euros pour avoir une Dacia Sandero. Et du coup, si on fait 40% de 11 000 euros, ça fait un truc genre... 15 000. Ouais, voilà, ça fait beaucoup. Et donc, elle était un peu plus chère, le banco de fabrication. Et donc, vous attendez une prestation du véhicule que Sandero ne donnait pas vraiment dans le marché. Donc, j'avais là-bas aussi un bureau de design sur place, un bureau d'études, un bureau de design et ces trois usines. Et donc, on s'est servi du bureau de design pour refaire la Sandero et ce qu'on appelait, nous, la tropicaliser, c'est-à-dire l'adapter au marché. Et donc, avec notre équipe produit, on a déterminé ce qu'il fallait faire sur la voiture pour l'adapter le mieux au marché. Et donc, on a refait toute la planche de bord à l'intérieur. Par exemple, des choses simples comme les commandes, les vitres, elles étaient au centre sur la Sandero pour des problèmes clairs de coût. On les a repassées dans les portes, on a refait la planche de bord, on a refait les sièges. Et donc, on en a fait un véhicule qui correspondait plus au statut qu'attendaient les acheteurs de ce véhicule. Et le véhicule, on faisait 3-5% de part de marché quand je suis arrivé avec une Sandero qui était aux alentours de 2,5. Et dès qu'on a modifié le véhicule, dès l'année suivante, on l'a fait monter à 5% de part de marché, seulement ce véhicule-là, alors qu'on avait une gamme assez complète. Et donc, le jeu, c'était vraiment d'adapter les véhicules au marché brésilien le mieux possible. Donc une fois que vous avez fini votre parcours au Brésil, vous êtes allé, donc je pense que c'est une partie qui va plaire à beaucoup de fans de sport auto, chez Renault F1 Team, à l'époque où ils étaient donc uniquement motoristes. Absolument. Donc vous êtes arrivé en quelle année à ce poste ? 2012. Ok, et vous avez fini en
quand vous avez arrêté? Je suis resté 3 ans Ok, seulement. donc jusqu'en 2015. Seulement 3 ans. Donc vous êtes arrivé au moment où c'était donc Sébastien Vettel et Les Red Bull. 2 derniers titres de Sébastien Vettel Donc, sur ces 4 titres. voilà, donc les 4 titres de motoristes de Renault dans ces années-là. Et vous avez aussi dû gérer du coup le développement du V6 hybride Ouais. qui a posé beaucoup de problèmes à Beaucoup de beaucoup problèmes, d'équipes, ouais. parce que c'est un moteur qui est extrêmement compliqué. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Mais donc du coup, quand vous êtes arrivé, déjà comment vous vous êtes retrouvé, enfin comment vous vous êtes retrouvé en F1? Est-ce que c'était un rêve de passionné de sport auto, ou vous êtes arrivé par la force des choses, par votre parcours, etc. J'ai toujours beaucoup aimé la F1, toujours suivi de près, et c'est quelque chose donc, qui se savait dans l'entreprise. Et donc, lorsque le président de la F1 est parti, c'est lui-même qui a avancé mon nom à Carlos Ghosn, qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, monsieur Genier, vous prenez la F1 à partir de demain. Et ça s'est passé comme ça. Non, vraiment à partir de demain? C'était pas vraiment du jour au lendemain? Quand on vivait à Moscou, j'ai reçu un coup de fil me disant bon, bah écoute, Jean-Michel, on a décidé que tu prendrais le Brésil. Très bien, donc on était le 15 mars quand j'ai reçu le coup de fil. Et donc, tu es en poste au 1er avril. Donc, Oui. c'est comme ça que ça se passe. Oui, c'était quelque chose, du coup, un grand besoin. Là, relever le défi, c'est quelque chose que vous avez dû faire et qui ne veut sûrement plus, vu votre parcours et votre envie. Et donc, quand vous êtes arrivé en F1, bon, c'était une structure qui marchait là cette fois Très bien, plutôt une bien. structure existante Voilà. qui marchait bien, il n'y avait rien à, Parce que à développer. déjà 2 titres de champion du monde. Absolument, ouais. Euh, Une longue histoire. et de loin, parce que c'était le moteur Renault marchait extrêmement bien. Ouais. Et donc, vous avez découvert finalement plus en profondeur le monde de la Complètement, F1, ouais. qui est un monde très particulier, qui est Tout à très fait. fermé. Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment vous avez fait, comment vous vous êtes adapté, parce que entre les personnalités fortes du monde de la F1 de cette époque et la gestion des pilotes, des équipes, et du fait que il faut faire 3 fois le tour du monde en une saison, parce que je suppose que vous vous déplacez sur beaucoup de grands prix. Oui, quasiment tous. Ouais, voilà. Et ça fait, à l'heure actuelle, c'est 130 000 km par an. À l'époque, il y avait un point de Grand Prix, donc c'était un peu moins. Mais donc, comment vous avez fait pour vous adapter à ce schéma un peu différent et au monde du sport auto, et ce qui vous a plu? Donc les premiers temps, c'est rencontrer beaucoup de personnes et discuter avec eux et les écouter pour apprendre. Donc à l'intérieur de Viry-Châtillon, qui est l'usine qui fabriquait les moteurs, et en piste avec les différents interlocuteurs qu'on pouvait avoir dans les écuries, de manière à discuter avec eux et les écouter, et les écouter, et les écouter, pour être capable de comprendre ce qui se passe et effectivement d'apprendre ce milieu qui est un milieu très fermé. Et donc, vous vous occupiez particulièrement de la gestion des moteurs, parce que Renault n'était pas constructeur de châssis en tant que tel, une écurie à l'époque. Et donc, il faut gérer les relations avec les différentes écuries, donc ce que vous avez dit. Et c'est un monde très compétitif. Et donc, il faut tout le temps essayer d'avancer et de faire le plus possible, d'être le plus rapide, d'être le plus performant, d'être aussi le plus fiable. Parce que la fiabilité, c'est très important en F1, parce que il faut être bon dans tous les domaines, et c'est quelque chose de très compliqué. Et comment vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce développement technique et sur le monde de la F1 en tant que tel? C'est un monde de l'hyper-optimisation. Il y a une image que je prends régulièrement, c'est un tour, c'est 100 secondes. Sur la plupart des circuits, pas sur les circuits de 7 km, mais un circuit de 5 km, c'est en gros 100 secondes. 1% d'écart, c'est 1 seconde. Et vous prenez les qualifications cette année, vous avez 10 à 14 voitures dans 1 seconde. Et donc, 1 seconde d'écart, c'est perdre 10 places sur la grille. Donc, c'est la différence entre être compétitif et être derrière au départ et pendant la course. Donc, 1 seconde, c'est intolérable. Et 1 seconde, c'est 1%. Ça veut dire que 1% d'écart n'est pas tolérable. Donc, vous optimisez à moins de 1%. Et comme il y a 300 ou 350 paramètres importants dans le véhicule à maîtriser sur les 1000 ou 1200 pièces qui constituent la voiture, ça veut dire que chaque paramètre, il n'est pas à 1%, mais il est à 0,1% de l'optimisation pour que vous puissiez passer, ou 0,01% de l'optimisation. Donc c'est une hyper-optimisation partout. Et vous avez des gars qui viennent, qui proposent des projets,
en disant voilà, je propose qu'on investisse telle somme d'argent dans tel projet pour gagner 0,03% de rendement sur le moteur. C'est vraiment une hyper-optimisation. Et donc c'était une période de domination de Renault et de Red Bull, donc de cette alliance. Et vu que vous n'étiez pas constructeur de châssis en tant que tel, c'était déjà plus facile vous pouviez donner l'intégralité de votre savoir-faire, parce que quand on est constructeur et motoriste, quand on vend nos moteurs, on les vend, mais ils n'ont pas les dernières upgrades tout de suite, nos clients. C'est ce que je suppose. Et donc, comment vous avez fait pour gérer avec une écurie qui était en plus jeune, parce que Red Bull, ça date de 2004 ou 2005, et si mes souvenirs sont bons. Comment vous avez fait pour gérer cette relation avec Christian Horner, qui était déjà à l'époque directeur Absolument, ouais. de team Red principal, Bull, ouais. team principal de Red Bull. Et comment vous avez fait pour gérer cette relation avec cette écurie et ces jeunes, et comment est venu finalement ce partenariat, même si le partenariat était déjà établi quand vous êtes arrivé? Les relations entre le motoriste et l'écurie sont des relations toujours un peu complexes. Donc d'abord, c'est un partenariat qui doit être très étroit, parce qu'on parle d'hyper-optimisation, donc il faut absolument qu'il y ait une intégration parfaite entre le moteur et le châssis. Mais c'est ensuite une discussion compliquée, parce qu'il y a des enjeux financiers derrière sur la vente de la prestation de moteur aux écuries. Et il y a derrière aussi de l'ego entre l'écurie et le motoriste sur la victoire et du acquis. Quels sont les contributeurs dans la victoire? Donc les gestions d'équilibre sont toujours un peu compliquées. Et donc à l'époque c'était des V8 Atmo, donc Oui. atmosphériques, donc sans système de turbocompresseur. Et donc en 2014 est arrivé les moteurs donc, qui sont les moteurs actuels de la Formule 1, donc les V6 turbo hybrides. C'est des moteurs qui ont été très compliqués à développer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, parce que là c'était je présume qu'ils avaient déjà commencé à travailler dessus avant que vous arriviez, parce que il faut un temps considérable pour développer un moteur de Formule 1. Mais comment ça s'est passé pour ce changement entre les V8 et les V6? À l'époque du V8, donc c'est l'époque Bernie Ecclestone qui gère la FOM, on était arrivé à une structure telle que le budget de l'écurie en début d'année déterminait la position en fin de saison. Et franchement, il n'y a pas beaucoup d'écart entre le classement du budget des écuries en début de saison et le classement au championnat des constructeurs en fin de saison. Et comme on parlait d'hyper-optimisation, vous allez chercher 2 ou 3 voies sur un problème technique. Et sur ces 2 ou 3 voies, vous allez faire des simulations numériques. Et puis sur la meilleure, vous allez faire des prototypes que vous allez mettre au banc. Et ce prototype, vous allez en faire 2 ou 3 variations de manière à être sûr d'avoir la meilleure des meilleures solutions. Tout ça, c'est un coût très important. Donc si vous n'avez les moyens de faire qu'une simulation numérique dans une seule voie que vous devez choisir et ensuite construire un seul prototype, évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que celui qui a les moyens de mettre 3 ou 5 solutions comparées au banc d'essai et va pouvoir tirer la meilleure des 5. Et c'est ça qui explique que le budget de départ donnait le classement à l'arrivée. Et au moment du passage du changement de moteur, on est dans les années post-crise 2009. Et donc, ce n'est pas du tout le moment de mettre de l'argent dans une écurie de F1. Il y a vraiment d'autres priorités à développer dans l'entreprise. Et cette situation de crise économique de l'industrie automobile a fait que Renault n'a pas pu mettre à ce moment-là les moyens nécessaires pour développer un moteur avec toute l'optimisation qu'il aurait fallu faire. À l'inverse, Mercedes était dans une situation où il devait décider de quitter ou de rester.
puisque Mercedes avait investi beaucoup d'argent. Ils étaient à la fois motoristes et ils étaient constructeurs complètement. Et Mercedes ne gagnait pas. Et donc, eux, c'était une situation de quitte au double. C'est-à-dire, soit on s'en va, basta. Soit on reste, mais si on reste, il faut absolument gagner. On ne peut pas rester sans gagner. Et Mercedes a mis des moyens très importants. Et l'industrie des véhicules de luxe a beaucoup mieux traversé la crise que les généralistes. Et Mercedes a mis des gros moyens, et Mercedes s'est trouvé très décalé en budget de développement par rapport à ce qu'étaient Renault ou les autres, et même Ferrari, adossé à Fiat, avait des moyens beaucoup plus faibles. Et la différence a été énorme à l'arrivée. Énorme. Bah oui, parce qu'en 2014, pour prendre l'exemple de la Ferrari, je crois que c'est une des pires voitures que Ferrari a construite de l'histoire de la Formule 1. Parce qu'il y a des vidéos où Fernando Alonso se bat littéralement avec la voiture à Abu Dhabi, par exemple. Enfin, c'est une image que j'ai, une vidéo que j'ai vue. Mais ce moteur est très compliqué par sa conception. Et donc, il nécessitait beaucoup plus de développement. C'était plus compliqué à développer que le V8 Atmo de l'époque. Beaucoup plus, puisqu'on avait deux parties nouvelles. Donc, un MGU qui récupérait l'énergie, en particulier au freinage, et était capable de la régénérer en accélération. Et un récupérateur d'énergie qui était derrière le turbo. Un MGUH pour Heat et K pour Kinetics pour l'autre. Et donc deux éléments électriques nouveaux qu'il a fallu développer complètement. Et ensuite l'intégration du moteur au châssis. Parce que la récupération d'énergie au freinage joue beaucoup avec le châssis et le freinage et l'équilibre de la voiture. Et ça a été très, très compliqué à faire. Et aux premiers essais, donc de début de saison, les essais pré-saison à Jerez, ni Ferrari ni Renault a réussi à faire 2 tours de suite. Et Mercedes est sortie et la voiture elle a commencé à tourner. Et donc on a su après que Mercedes avait eu les moyens de faire un banc d'essai de la voiture complète. Châssis plus moteur développé sur un banc qui simulait les circuits, ce qui leur a permis de prendre énormément d'avance sur l'intégration et l'optimisation. Finalement, ils ont fait un grand nombre de tours de circuit avant que la voiture soit en place, alors que Ferrari et nous, on a découvert à Jerez les problèmes très forts qu'on a rencontrés. Et on a vu sur l'accident de Romain Grosjean que ce qui a posé problème, c'est justement le réservoir d'essence qui a explosé et qui a fait prendre feu la voiture. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la sécurité, qui est un élément quand même très important, parce qu'on voit le crash de Romain Grosjean, qu'il soit vivant, c'est un miracle. Enfin, c'est un miracle, pas vraiment, c'est toutes ces avancées qui ont fait que ils ont permis de sécuriser les voitures. Enfin, vous pouvez nous parler un peu plus de la sécurité. Oui, lui, Romain, l'accident catastrophique, il y a l'accroche box au départ, là, qui lui a permis, lui, de rester entier dans le véhicule malgré le choc frontal. Il y a ensuite le halo, parce que la partie haute de la barrière de sécurité métallique, il l'a pris dans le halo, et sinon, c'était Jules Bianchi, il se prenait la tête dedans. Et ensuite, sa voiture, elle s'est déchirée en deux. Et c'est là que le réservoir s'est trouvé exposé. Donc c'est vraiment un cas extrêmement rare. Le réservoir est bien protégé, mais là la voiture c'est vraiment ouverte en deux et déchirée en deux. Et ensuite il faut s'extraire de la voiture. Donc dans le règlement, il faut que le pilote puisse s'extraire de la voiture en 7 secondes. Et en 12 secondes, il a pu remettre le volant. Remettre le volant, c'est ce qui va permettre ensuite au commissaire de piste d'évacuer la voiture ou éventuellement de mettre un certain nombre de sécurité. Et donc, la voiture peut être homologuée en début de saison, donc on doit prouver que le pilote peut sortir, le pilote sanglé attaché dans sa voiture, puisse sortir en 7 secondes de la voiture. Et Romain a pu sortir assez vite de sa voiture aussi grâce à ces dispositifs qui permettent de sortir rapidement. Et d'ailleurs, le règlement actuel a encore évolué. Le pilote est solidaire de son baquet. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir, en cas d'accident, enlever le baquet et l'emmener avec le pilote dedans, de manière à ce qu'il n'y ait pas de mouvement sur la colonne vertébrale
qui puisse être très dommageable. Donc maintenant, on doit pouvoir enlever le pilote, le baquet avec le pilote. Donc il y a un système donc, de verrouillage, déverrouillage du baquet. Vraiment, dans ces années, là, 2000-2020, il y a la sécurité a été un élément clé qui a fait progresser énormément les voitures et d'ailleurs la manière de piloter pour les pilotes. Une voiture entre début des années 2000 et actuellement, elle a pris plus d'1 mètre en longueur. Une voiture 2000, même 2007, je crois, une Ferrari 2007 va faire 4,50 m. Et une voiture actuelle, elle fait 5,50 m. 5,40 m, 5,50 m. Donc les véhicules, ils ont 1 mètre de plus en longueur. Ce qui explique que dans le virage d'avant le tunnel à Monaco, ce week-end, les voitures, elles tournent quand même moins bien à 2 de front quand la voiture elle fait 5,50 m. Un grand véhicule haut de gamme, ça fait 5 mètres, 4,90 m, 4,95 m. Donc la Formule 1, elle a fait 5,50 m de longueur. Donc c'est beaucoup plus difficile de voir des dépassements dans les virages. Finalement, c'est la taille d'un grand utilitaire en longueur, c'est un grand utilitaire. C'est vrai, c'est un Sprinter rallongé ou un... Enfin, chez Renault, du coup, c'est les équivalents, c'est des... Master. C'est des Masters, ouais. Voilà. L'avantage, c'est que ça a permis à des pilotes de la taille d'Esteban Ocon de pouvoir piloter. C'est vrai. Parce que quand la voiture ne mesurait que 4,50 m, c'était Alain Prost qui pilotait. Ah oui. Et Marc Webber, qui devait mesurer 1,84 m, n'aurait jamais pu rentrer dans la voiture à l'époque. Et à l'époque, on disait toujours que la résistance au choc, au crash test à l'avant, c'était donné par les tibias du pilote. Enfin, c'est à peine une plaisanterie, quoi. C'est Schumacher qui s'est cassé les 2 jambes lors d'une sortie en Espagne, je crois. Je dis pas de bêtises. Et même dans les années 80, il y avait vraiment, quand ils enlevaient l'aileron avant, il y avait vraiment les jambes du pilote qui dépassaient. Il n'y avait même pas forcément de plaque. Il était au-dessus de l'axe des roues, il dépassait l'axe des roues, quoi. Donc maintenant, il y a la crash box, il y a le Hans qui soutient donc la nuque du pilote, il y a tout le headrest, le repose-tête qui est tout autour. On a maintenant un accéléromètre inséré dans l'oreille du pilote. Il y a un accéléromètre en continu. Les gants, maintenant, sont des gants qui ont en permanence le pouls et le taux d'oxygène dans le sang du pilote. Donc, on a vraiment fait beaucoup avancé la sécurité. Et puis, je me posais une question. Quand un motoriste, par exemple, développe donc le moteur boîte transmission, enfin arbre de transmission à l'arrière, mais est-ce qu'il développe aussi le système de refroidissement, enfin le système de le réservoir d'essence, ou c'est un réservoir qui est standard. Le réservoir est côté châssis et la boîte de vitesse, suivant les cas, les côtés châssis ou côté moteur. Okay. Red Bull développait sa boîte, par exemple. D'accord. Et le réservoir à essence, vous savez où il est situé? Il est dans le dos du pilote. Ça l'entoure un peu, oui. Dans le dos du pilote derrière, et on le fait passer dans ce qui reste. Donc c'est un réservoir souple qui est introduit dans la voiture, dans le volume qui reste, derrière le dos du pilote. Et donc on a 100 kg d'essence, 110 maintenant, et le débit maximum est de 100 kg à l'heure. Donc si vous tournez à fond, vous avez de quoi tourner pendant 1 heure, et pas pendant 1h30 ou les 2 heures du Grand Prix, quoi. Donc ce qui explique qu'il y a des périodes pendant lesquelles il faut économiser un peu le carburant pour être capable d'aller au bout. Juste dernière petite question, est-ce que vous avez une anecdote particulière sur le monde de la F1 qui vous a marqué pendant vos années F1 et que vous voudriez partager avec nos auditeurs? L'interaction du pilote avec l'équipe, c'est quelque chose qui est fondamental pour faire progresser une voiture. Pendant les périodes d'essais libres, vous avez un pilote comme Sebastian Vettel, il part, il fait 2 tours, il rentre, son ingénieur met le casque, et Sébastien Vettel commence à dire, alors le virage 1, quand j'arrive, freinage bien équilibré, je passe dans la courbe, sortie, la traction est bonne, ensuite dans la ligne droite ça va, j'arrive au virage 2, alors là un petit problème de glissement au moment du freinage, je passe. Et il passe comme ça les 15 ou 20 virages du circuit. Il passe chacun des virages comme ça et il rapporte tout en détail. En temps réel ?
Il a fait ses 2 tours, il rentre au garage, on branche la radio et il se met à débiter tout le circuit avec une précision remarquable qui permet aux ingénieurs derrière de faire un réglage et d'apporter toutes les corrections les meilleures. Dans une autre écurie, je ne vais pas citer le nom du pilote pour ne pas lui faire de tort, mais il arrive, on branche la radio et l'ingénieur demande alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? It was good. Yes, quite good. Point. Et donc les ingénieurs doivent bosser avec ça. Ok, bon bah merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de participer à ce podcast. Eh bien, merci à vous.